Aujourd'hui, la plupart des gens rêvent d'une vie de richesse, de luxe et de liberté. Et au fil de l'histoire, beaucoup de personnes ont atteint cela ou sont nées dans ce milieu, même si ce n'est pas toujours aussi bien que cela en a l'air. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer la vie de différentes héritières millionnaires qui ont connu des histoires assez tragiques et que vous ne voudriez probablement pas être. Rejoignez-moi pendant que nous explorons leur vie. Pour notre première histoire, nous allons aux États-Unis du début du XXe siècle, où une héritière a eu une vie privée particulièrement troublée, malgré ses millions. Barbara Woolworth Hutton est née à New York le 14 novembre 1912. Son père était Franklin Laws Hutton, un riche copropriétaire et fondateur de Edward Francis Hutton & Company, une société new-yorkaise de banque d'investissement et de services financiers. Cependant, bien que son père ait réussi par lui-même, la future richesse de Barbara lui viendrait de sa mère, Edna Woolworth. Edna Woolworth était l'une des 3 enfants de l'homme d'affaires américain Frank Winfield Woolworth. À la fin du XIXe siècle, Frank Woolworth avait amassé une fortune considérable, après avoir été le pionnier du concept des magasins Five and Dime, des boutiques où tout était généralement vendu à 5 ou 10 cents précurseurs des magasins à $1 ou à une livre d'aujourd'hui. L'idée de Woolworth eut un grand succès et, quelques mois après la naissance de Barbara, il ouvrit à New York le Woolworth Building, siège de la société, construit pour 13,5 millions de dollars et plus haut bâtiment du monde jusqu'en 1930. Malgré la richesse de sa famille, l'enfance de Barbara fut très troublée. Son père était un coureur de jupons invétéré, enchaînant les liaisons extra-conjugales, et il n'était pas vraiment discret à ce sujet. De plus, il était aussi un père négligent et un gros buveur. Ainsi, lorsque la mère de Barbara est décédée subitement le 2 mai 1917 à seulement 33 ans, beaucoup de gens ont soupçonné qu'elle s'était suicidée. Le rapport du coroner a officiellement déclaré qu'elle était morte d'une suffocation provoquée par une mastoïdite, une infection grave du système otorino-laryngologie, mais le fait qu'aucune autopsie n'ait jamais été pratiquée a amené beaucoup de gens à douter de la véracité de cette version. La disparition de sa mère fut d'autant plus cruelle pour Barbara, puisqu'elle avait elle-même découvert le corps. Elle n'avait que 5 ans, mais ce souvenir est sûrement resté en elle. Par la suite, son père l'a effectivement envoyée être élevée par une gouvernante et fréquenter une série d'écoles privées à New York et à Farmington, dans le Connecticut. Au fil des années, des événements ont façonné le reste de sa vie. En 1919, son grand-père maternel, fondateur de Woolworth, est décédé. Puis sa grand-mère maternelle en 1924. En tant que fille unique d'Edna Woolworth, Barbara hérita alors du tiers de la succession Woolworth qui serait revenue à sa mère. Cela représentait près de 30 millions de dollars à l'époque, une somme équivalente à plus d'1 demi-milliard de dollars aujourd'hui. Barbara n'eut pas accès à cet argent immédiatement, étant donné sa jeunesse, et son père l'investit suffisamment bien dans son nom pour qu'au moment où elle en prit finalement le contrôle direct, au début des années 1930, sa valeur dépassait 50 millions de dollars, soit plus d'1 milliard de dollars aujourd'hui. Quand elle hérita de ce vaste patrimoine, Barbara avait déjà une mauvaise réputation dans la haute société américaine. Fin 1929, la bourse de Wall Street subit d'énormes pertes après le boom des années 1920. Dans les mois qui suivirent, l'économie américaine et mondiale sombra dans la Grande Dépression, alors que beaucoup perdirent leurs économies et que des millions d'Américains se retrouvèrent sans emploi. C'est pourquoi la famine de Barbara fut considérée comme socialement toxique lorsqu'elle organisa un bal de débutante ostentatoire pour ses 18 ans à New York en novembre 1930, un événement qui comprenait une prestation chantée de Rudy Vallee, l'un des plus grands artistes de l'époque, et coûta plus de 60 000 dollars, soit l'équivalent de plus d'1 million de dollars aujourd'hui. C'était très inapproprié, car les financiers comme les Hutton étaient largement vus comme responsables des difficultés économiques du pays, et Barbara fut violemment attaquée dans la presse. Ils la surnommèrent la pauvre petite fille riche, une référence à sa grande fortune, mais aussi à son histoire familiale difficile. C'était un surnom qui allait également caractériser une grande partie de sa vie adulte.
La vie de Barbara Hutton reste surtout marquée par ses 7 mariages. Le premier de ceux-ci eut lieu alors qu'elle n'avait que 20 ans, et c'était avec Alexei Midovani. Il était issu d'une famille géorgienne qui avait fui le Caucase au début des années 1920, affirmant qu'elle était persécutée par les autorités soviétiques là-bas. La famille visait l'ascension sociale, et quand il rencontra Barbara, Alexis était déjà marié à Louise Van Allen, issue de la famille Astor. Il divorça rapidement d'elle pour épouser Barbara, qui était plus riche, le 22 juin 1933. Comme prévu avec un tel personnage, il se mit aussitôt à dépenser de grosses sommes de l'argent de Barbara, en plus de la dot d'1 million de dollars versée à la famille Midovani pour l'union. Lorsque Barbara comprit exactement ce qui se passait et divorça de lui à l'été 1935, elle avait déjà perdu une somme considérable d'argent. Le deuxième mariage de Barbara fut encore moins réussi. Il s'agissait de Kurt Horgwitz Reventlow, un petit noble danois. Ils se sont mariés peu après sa rupture avec Alexis, mais le mariage a vite mal tourné. Il était violent aussi bien physiquement qu'émotionnellement, une situation qui a poussé Barbara à commencer à boire excessivement et à prendre de la drogue, des habitudes dont elle ne se débarrassera jamais. Elle a également développé de l'anorexie pendant leurs 3 années de mariage. Sa relation avec Kurt a été compliquée par la naissance de leur enfant, un garçon nommé Lance, né en 1937, qui sera le seul enfant de Barbara. Il a été supposé que l'anorexie de Barbara était intentionnelle afin de s'assurer qu'elle ne puisse pas avoir un autre enfant et, en effet, cela a entraîné son incapacité à tomber enceinte. Cependant, il ne fait aucun doute qu'elle portait une certaine affection à son fils Lance. Elle a réussi à obtenir la garde de Lance face à Kurt lors de leur divorce en 1938 et, même si elle l'a envoyé être élevé par une gouvernante et dans des pensionnats privés, cela reflétait simplement sa propre éducation et n'avait rien d'inhabituel pour la haute société américaine des années 1930. Bien que son mariage avec Kurt ait été une expérience épouvantable, Barbara a connu une période un peu plus heureuse dans les années qui ont suivi. Quand la Seconde Guerre mondiale a commencé en septembre 1939, Barbara est devenue une collectrice de fonds active en Amérique, un pays solidaire de la Grande-Bretagne, la France et d'autres victimes de l'agression nazie, mais pas prêt à entrer en guerre dès le début du conflit. Hutton a fourni des fonds et a activement fait campagne pour une aide supplémentaire à la France libre après la conquête de la France à l'été 1940. À cette époque, elle vivait en Californie et utilisait sa célébrité pour vendre des bons de guerre après l'entrée en guerre des États-Unis suite à l'attaque de Pearl Harbor en décembre 1941. C'est pendant qu'elle était ici que sa relation avec l'acteur Cary Grant s'est intensifiée. Barbara avait rencontré la star de l'impossible Monsieur Bébé, la dame du vendredi et Indiscrétion quelques années plus tôt grâce à leur connaissance commune, le millionnaire et philanthrope Howard Hughes. Ils se sont mariés en juillet 1942 et les médias les ont surnommés ironiquement Cash et Carrie. Cette union, l'une des plus heureuses de sa vie, fut brève et se termina par un divorce en 1945. Cependant, Grant n'a jamais tenté d'obtenir l'argent de Barbara et tous deux ont affirmé être restés proches amis après leur divorce. Après la fin de son mariage avec Grant et la Seconde Guerre mondiale terminée, Hutter s'est installé en Europe pendant plusieurs années. Là-bas, elle a épousé en 1947 le prince Igor Troubitskoï, aristocrate français et athlète d'origine russe. Il a utilisé l'argent de Barbara pour l'aider dans ses efforts, afin de devenir l'un des meilleurs pilotes automobiles d'Europe, alors que la course automobile professionnelle entrait dans son premier âge d'or à la fin des années 1940. Comme toute celle de Barbara, cette union s'est achevée après quelques années par un divorce en 1951. Elle n'a pas bien réagi à cela et l'effondrement de son 4e mariage, combiné à sa consommation croissante de drogue et d'alcool ainsi qu'à son anorexie, a conduit Barbara à tenter de mettre fin à ses jours. Pire encore, la nouvelle a fuité dans les médias au début des années 1950 et Barbara Hutton a de nouveau été présentée dans les médias américains et européens comme la pauvre petite fille riche, plus de 20 ans après avoir reçu ce surnom pour la première fois. En décembre 1953, Barbara s'est engagée dans son 5e mariage, le plus bref de tous. C'était avec Porfiria Rubidosa, un diplomate et playboy de la République dominicaine.
C'était peut-être la relation la plus inhabituelle de Barbara. Porphyria avait auparavant été mariée à Doris Duke, une héritière américaine de la fortune de la famille Duke Tobacco. Doris et Barbara, nées à quelques jours d'intervalle en 1912, figuraient Kant parmi les femmes les plus riches du monde et avaient en développé une rivalité au fil des ans. Elle avait épousé Rubirosa en 1947, mais le mariage s'est terminé après peu de temps, Rubirosa obtenant un énorme règlement financier lors de la procédure de divorce. Barbara semblait maintenant remuer le couteau dans la plaie en épousant l'ex-mari de sa rivale. L'idée que c'était un mariage de façade serait certainement suggérée par sa durée, ou plutôt par son absence de durée, selon le cas. Houghton et Rubirosa ont divorcé après seulement 53 jours. Il est encore une fois reparti avec une grosse somme lors du règlement. De façon étrange, Rubirosa a obtenu un avion bombardier B-25 converti lors de ses règlements de divorce avec Duke et Houghton. Barbara se mariera 2 fois encore. Son 6e mariage fut avec le baron Gottfried Alexandre von Kram, un joueur de tennis professionnel allemand qu'elle connaissait depuis plusieurs années, et qui avait remporté 2 fois Roland-Garros dans les années 1930. Ils se sont mariés en 1955 et ont divorcé en 1959. Ensuite, Barbara n'a épousé qu'une fois de plus le prince Raymond d'Hohenn Winraner Champersac, aristocrate là-haut. Leur mariage n'a duré qu'un peu plus d'1 an au milieu des années 1960. Le 7e mariage de Barbara fut son dernier. À la fin des années 1960, la vie de Barbara prenait une tournure tragique. Ses problèmes d'alcool et de drogue, combinés à son anorexie, avaient entraîné de nombreux problèmes de santé lorsqu'elle atteignit la cinquantaine, tandis que ses dépenses somptuaires et les règlements de divorce avaient fait qu'une grande partie de sa vaste fortune avait été dépensée, volée ou gaspillée au fil des années. Une grande partie de cela était également due à sa propre grande générosité. Ses amis et connaissances s'avèrent toujours qu'elle écouterait leurs demandes de soutien financier pour une cause ou une autre, mais cela laissait une femme qui était fréquemment ivre, également vulnérable à l'exploitation. Cette vie tragique fut aggravée en 1972 lorsque son unique enfant, Lance, issu de son second mariage, fut tué dans un accident d'avion alors qu'il était dans la trentaine. Après cela, Barbara devint de plus en plus recluse. Elle a vendu plusieurs maisons pour stabiliser ses finances et s'est installée au penthouse du Beverly Wilshire Hotel à Los Angeles vers 1975. C'est ici qu'elle a vécu la dernière période de sa vie, dépendante aux antidouleurs et à l'alcool, et presque aveugle. Elle est décédée d'une crise cardiaque là-bas, le 11 mai 1979 à l'âge de 66 ans. À l'époque, on croyait largement qu'il ne lui restait que 3 500 $ à son nom, alors qu'elle avait été l'une des femmes les plus riches du monde un demi-siècle plus tôt, bien qu'il ne soit pas clair quelle richesse elle possédait réellement si l'on incluait ses actifs. Quoi qu'il en soit, ce fut une fin tragique pour la vie de la célèbre « pauvre petite fille riche d'Amérique ». Ensuite, nous allons nous intéresser à l'héritière du tabac, qui a été surnommée la fille la plus riche du monde. Tout au long de sa vie, elle a été la cible d'une attention médiatique indésirable et a même échappé à une accusation de meurtre. Doris Duke est née le 22 novembre 1912 à New York. Elle était l'unique enfant de James Buchanan Duke et de sa seconde épouse, Nannalyn Holt Inman. Le premier mariage de James avec Lillian Fletcher McCready s'était rapidement terminé par un divorce en 1906 et n'avait pas donné d'enfant. Ainsi, Doris était l'unique enfant de Duke et sa richesse allait façonner toute sa vie. James Buchanan Duke était le propriétaire et le fondateur de l'American Tobacco Company, qu'il avait créé en 1890. L'American Tobacco Company était connue pour avoir introduit plusieurs innovations dans la fabrication des cigarettes, notamment le papier utilisé pour les rouler, ainsi que les premiers efforts pour manipuler chimiquement les ingrédients utilisés. La société de Duke engrangeait bientôt d'énormes profits à l'apogée de l'âge d'or, et il a consolidé son contrôle sur le marché. À la fin du XIXe siècle, l'American Tobacco Company vendait environ 90% de toutes les cigarettes fumées aux États-Unis, et cela à une époque où il était plus courant pour un adulte de fumer que de ne pas le faire. En conséquence de tout cela, les Duke comptaient parmi les familles les plus riches d'Amérique.
James s'est engagé dans une philanthropie importante, notamment en finançant massivement le Trinity College en Caroline du Nord, qui sera ensuite renommé Université Duke en reconnaissance de son immense contribution financière. Doris a grandi dans l'immense domaine familial situé à Hillsborough Township, dans le New Jersey. Duke Farms, comme on l'appelait, était un domaine de 2700 acres. Lorsque son père est décédé en 1925, elle a effectivement hérité de la majeure partie de son immense fortune, qui était alors estimée à plus de 100 millions de dollars, soit l'équivalent de plus d'1 milliard de dollars aujourd'hui. Cependant, elle n'a pas reçu l'argent à ce moment-là en raison de sa jeunesse. Un arrangement prévoyait que Doris prenne progressivement le contrôle de la succession à mesure qu'elle entrait dans la vingtaine. Duke atteignit sa majorité alors que les États-Unis entraient dans la Grande Dépression après le krach de Wall Street de l'automne 1929. Dans ce contexte, l'organisation de somptueuses soirées de débutantes pour des personnalités telles que Doris et sa contemporaine, Barbara Hutton, l'héritière de la fortune de la famille Woolworth au début des années 1930, suscitait autant d'intérêt que de critiques dans la presse américaine de l'époque. Elle et Hutton étaient surnommées les jumelles Goldust, et individuellement la fille la plus riche du monde ou la pauvre petite fille riche. En 1935, alors qu'elle n'avait que 22 ans, Duke a stupéfié son entourage et la presse People lorsqu'elle a décidé d'épouser un homme politique en devenir du nom de Jimmy Cromwell. Cromwell avait 16 ans de plus qu'elle et a commencé à utiliser la fortune de Doris pour faire avancer ses ambitions politiques. Lui aussi venait d'un milieu aisé, bien que nettement moins fortuné que celui de Duke. Après 2 ans de lune de miel autour du monde, les Cromwell se sont brièvement installés à Hawaï, où ils ont construit le manoir Shangri-La. Cependant, leur mariage a commencé à se dégrader au début des années 1940. D'abord, il a été nommé ambassadeur des États-Unis au Canada, mais Doris ne s'est pas adaptée au pays et s'est partie pour Hawaï. Ensuite, leur premier enfant est né prématurément cet été-là et est décédé le lendemain à Honolulu. Après cela, Doris et Jimmy se sont progressivement éloignés l'un de l'autre et, en 1943, ils ont divorcé. La mort de son premier enfant et l'échec de son mariage ont conduit Doris à devenir une figure de plus en plus tragique. Cela a été aggravé par la nouvelle que sa grossesse et les complications qui y étaient liées en 1940 rendaient presque certain qu'elle ne pourrait plus avoir d'autres enfants. Face à cela, Doris a adopté un comportement excentrique, consultant voyants et autres personnes qu'elle pensait capables de lui permettre de communiquer avec sa fille décédée. Cependant, plus inquiétant encore était sa dépendance croissante à l'alcool et à divers médicaments sur ordonnance, y compris des opiacés. En 1947, Duke s'est marié pour la 2e et dernière fois. C'était Porfirio Rubirosa, diplomate et playboy de la République dominicaine. Cette union a provoqué une controverse considérable, notamment en raison de l'intervention du département d'État américain qui a mis en garde Duke contre le fait de permettre à Rubirosa d'utiliser sa richesse immense à des fins politiques personnelles. Malgré cet avertissement, elle lui a tout de même fourni d'énormes sommes d'argent. Les deux semblaient infidèles, et le mariage s'est terminé en 1950 et un Rubirosa obtenant un énorme règlement financier dans le cadre du divorce, qui impliquait bizarrement un avion bombardier B-25 converti. Duke ne se remariera pas, mais elle continuera à attirer l'attention du public à travers des rumeurs concernant ses nombreuses liaisons avec des personnes telles que le célèbre acteur Errol Flynn et plus tard le pianiste de jazz Joe Castro. Peut-être la plus étrange de ces rumeurs entourant sa vie amoureuse était celle selon laquelle Doris aurait brièvement eu une liaison avec le général George Patton, l'un des grands commandants de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, Patton avait près de 30 ans de plus que Duke et cela semble peu probable. Bien qu'il y ait quelques désaccords concernant les relations de Duke, son travail philanthropique est un fait concret et bien documenté. Elle a utilisé une part importante de sa fortune pour investir dans les arts et l'horticulture entre les années 1940 et 1980. Elle avait un intérêt particulier pour l'art islamique et d'Asie du Sud-Est et a constitué une vaste collection de pièces datant des périodes médiévales et modernes.
En ce qui concerne ses intérêts horticoles, une grande partie de ceux-ci était centrée sur le développement de Duke Farms, où elle avait grandi. Ici, Duke a commencé à développer les jardins Duke à la fin des années 1950, une vaste série de serres, de jardins botaniques et de conservatoires avec des lacs artificiels et des patios. Duke était très fière de ce projet et passait souvent de longues journées à travailler elle-même au jardin Duke à la fin des années 1950 et dans les années 1960. Elle a également noué des amitiés avec certaines des figures majeures du domaine, notamment Louis Bromfield qui avait remporté le prix Pulitzer en 1927 pour son livre Early Autumn. Grâce au financement de Duke, Bromfield a fondé la ferme Malaba à Mansfield, Ohio, un site expérimental d'horticulture sur près de 1000 acres SCA. Elle a également écrit, pendant ces années, un temps pour Harper's Bazaar et, en 1945 brièvement comme journaliste en Europe, à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec l'International News Service. Cependant, à mesure que Duke vieillissait, elle est devenue plus excentrique et, alors que son esprit commençait à se détériorer, ses efforts d'écriture ont diminué. Les années avaient passé et Duke était désormais une femme, avec un grave problème d'alcool et de drogue, ce qui a conduit à l'épisode le plus controversé de sa vie en 1966. Dans les années 1960, Duke possédait plusieurs maisons à travers l'Amérique, notamment au New Jersey, à New York, à Los Angeles, au Rhode Island et à Hawaï. En conséquence, elle employait de nombreux membres du personnel chargés de gérer et d'entretenir ces vastes propriétés. L'un de ses employés était Edward Tyrrella, conservateur des importantes collections d'art de Duke. Tyrrella travaillait pour Duke depuis des années, mais en 1966, il était déterminé à poursuivre une carrière dans la conception de décors à Hollywood. Lorsque Tyrrella s'est rendu chez Duke pour lui annoncer sa décision le soir du 6 octobre 1966, les deux se sont retrouvés dans une vive dispute. Cela s'est produit chez elle, à Rock Point, à Newport, dans le Rhode Island. Ils sont ensuite montés dans une voiture de location pour la conduire jusqu'à la maison. Lorsqu'ils sont arrivés aux grilles du manoir de Duchesse ici, Tyrrella est sorti de la voiture et est allé ouvrir les grilles. Ce qui s'est passé ensuite fait l'objet d'une vive controverse. Ce que nous savons, c'est qu'il conduisait la voiture et avait laissé le moteur tourner lorsqu'il est sorti pour s'occuper des grilles. Pendant qu'il faisait cela, Duke est sorti du siège passager et s'est assis sur le siège du conducteur. Elle a ensuite témoigné qu'elle avait simplement l'intention d'avancer la voiture pour récupérer Tyrrella lorsqu'il aurait ouvert les grilles, mais qu'elle a accidentellement appuyé sur l'accélérateur. Les preuves sur les lieux n'étaient là pas cohérentes par la suite avec cette explication, et l'issue a été brutale. Dans les instants qui ont suivi, la voiture a percuté Tyrrella, l'écrasant entre la voiture et la grille. Il est mort peu après de ses blessures. À la suite de l'incident, la famille de Tyrrella a poursuivi Duke pour homicide involontaire. Un règlement d'environ 75 000 $ a été conclu, ce qui équivaudrait aujourd'hui à environ $500 000. L'enquête a stagné plusieurs années, mais Duke, probablement ivre ce soir-là, a évité toute sanction ou accusation criminelle en versant des pots de vin et d'importants financements au conseil municipal de Newport et à d'autres associations locales. Bien qu'il ait évité la prison après l'incident de Tyrrella en 1966, la réputation de Duke au sein de la haute société de New West ne s'est jamais complètement rétablie. En conséquence, dans les années 1970 et 1980, elle s'est devenue plus recluse, et sa consommation d'alcool et de drogue déjà importante a commencé à augmenter davantage. Vers la fin de la soixantaine, Duke a été convaincu par ses conseillers médicaux de subir une série d'opérations. Certaines interventions étaient simplement médicales, comme un remplacement du genou, d'autres comme un lifting purement esthétique. L'opération de remplacement du genou, bien qu'assez courante aujourd'hui, restait une intervention difficile au début des années 1990. Dans le cas de Duchesse, l'opération a été ratée, la laissant confinée dans un fauteuil roulant pour le reste de sa vie. C'est pendant cette période post-opératoire que Duchesse, de plus en plus fragile et désorientée, a signé un Nouveau Testament, faisant de son majordome, Bernard Laferty, le principal bénéficiaire de sa succession. Laferty était un personnage néfaste qui avait été employé des années plus tôt par Duchesse, davantage comme compagnon de beuverie que pour toute autre raison.
Ce changement dans le testament de Duchesse a pris une tournure sinistre quelques mois plus tard, lorsque Duchesse a failli s'étouffer en mangeant et que Lafferty a refusé d'appeler une ambulance. Puis que là, quelques semaines plus tard, après plusieurs allers-retours à l'hôpital et alors qu'elle était sous l'effet de fortes doses de morphine et d'autres antalgiques, elle est décédée le 28 octobre 1993. Duchesse avait 80 ans. Ses cendres ont ensuite été dispersées dans l'océan Pacifique. Des conflits ont immédiatement éclaté au sujet de sa succession. Estimé à 1,3 milliard de dollars, des avocats représentant différentes parties accusant Lafferty d'avoir manipulé Duchesse pour qu'elle modifie son testament durant ces derniers mois, alors même qu'elle était de plus en plus incertaine de ses propres actes. Finalement, les tribunaux de Californie sont intervenus et ont décidé que la fondation caritative Doris Duchesse recevrait une très grande partie de la succession. Pourtant, Lafferty a tout de même reçu un montant unique de 4,5 millions de dollars et un demi-million de dollars par an par la suite. Suite à cela, il est parti pour Los Angeles, où il est soin décédé en 1996. Peu de temps avant sa mort, il a été disculpé lors d'une enquête lancée par le procureur du district de Los Angeles pour déterminer si Duke avait été assassiné ou était décédé de complications liées à ses problèmes de santé. En 2020, un nouveau rapport a été produit sur les circonstances entourant la mort d'Edward Tyrella en 1966 par Pierre Lance, un journaliste d'investigation, et le Newport Daily News. Après réévaluation des preuves, il a conclu que Duke avait intentionnellement percuté Tyrella avec la voiture alors qu'il ouvrait le portail, puis l'avait écrasé une seconde fois alors qu'il était au sol. Les rapports officiels avaient ensuite été falsifiés, ou certaines parties en avaient été retirées avant d'être communiquées à la famille de Tyrella. Une vie de solitude en dehors de la sphère publique peut sembler idéale pour certains, mais la méfiance de l'héritière du cuivre envers les autres, ses problèmes de santé et sa façon de vivre sont des choses que peu de gens souhaiteraient. Ougette Marcel Clark est né le 9 juin 1906 dans la ville de Paris, en France. Ougette était la deuxième fille aînée de William A. Clark, tandis que sa mère était Anna Eugénie Clark, la seconde épouse de William. Son père, presque septuagénaire à la naissance de Ougette, était une figure majeure de la vie américaine au début du XXe siècle. Il avait amassé une fortune lors de l'expansion vers l'ouest des États-Unis, dans le Montana, et d'autres régions à partir des années 1860, puis il avait utilisé l'argent gagné pour se diversifier dans la construction ferroviaire pendant le boom du chemin de fer. Dès lors, il s'engagea en politique et devint sénateur du Montana dans les années 1890. Ainsi, Ougette est né dans l'une des familles les plus riches et les plus puissantes de l'Amérique de la fin de l'âge doré. Ougette a passé sa jeunesse à vivre à Paris, alors que les Clark fréquentaient une partie de la haute société européenne. En 1911, elle assista avec sa famille au couronnement du roi George V de Grande-Bretagne. Cependant, elle a rapidement été renvoyée en Amérique pour être éduquée à la Spence School, une école privée pour filles à Manhattan, New York, au début des années 1910. Là, elle résidait avec plusieurs autres membres de sa famille dans la maison de la 5e avenue, un immense bâtiment de 6 étages et 121 pièces qui était considérée comme la plus grande maison appartenant à un seul propriétaire à New York à l'époque. À sa naissance en 1906, Ougette avait de nombreux frères, sœurs et demi-frères. Son père avait eu 7 enfants de son premier mariage, et bien que 2 d'entre eux soient morts en bas âge, 5 ont survécu à l'enfance, même si un autre, Paul Clark, est décédé à la fin de son adolescence en 1896. Ainsi, Ougette avait 4 demi-frères et sœurs, Marie, Charles, Catherine et Guillaume, qui étaient chacun environ 30 à 40 ans plus âgés qu'elle. De plus, Ougette avait une sœur germaine, Andrée, qui était née 4 ans avant elle, mais qui est également décédée jeune de la méningite en 1919. Cette configuration familiale était importante, car le patriarche, vieillissant, allait bientôt transmettre sa fortune à ses enfants. Cette fortune était très considérable car Clark avait continué à développer ses intérêts commerciaux, s'étendant dans les années 1900 et 1910 à d'autres exploitations minières et au développement de Las Vegas à ses débuts, en tant qu'étape pour les voyageurs en route vers Los Angeles.
Ainsi, lorsqu'il mourut finalement le 2 mars 1925 à New York, sa fortune était estimée à environ 300 millions de dollars. Corrigé de l'inflation, cela représenterait aujourd'hui plus de 5 milliards de dollars américains. Ainsi, les enfants de Clark allaient hériter d'immenses richesses à sa mort. Ouggette n'a certainement pas suivi son père dans les affaires ou la politique après avoir reçu sa part de l'héritage à la suite de sa mort au printemps 1925. On pense que cela représentait environ 50 millions de dollars américains, car son père avait partagé sa fortune à peu près également entre sa femme et ses 5 enfants survivants. Ouggette se contentait de s'engager dans la philanthropie et de développer ses intérêts dans le monde des arts et de la mode. Par exemple, à la fin des années 1920, elle a dépensé environ 50 000 dollars pour faire assécher un étang d'eau salée dans sa villa Belos Huardo, à Santa Barbara, en Californie, afin d'en faire un refuge pour oiseaux, qu'elle a nommé le refuge d'oiseaux André Clark en l'honneur de sa sœur décédée une décennie plus tôt. Clark avait fini par vivre brièvement à Santa Barbara après avoir épousé un certain William MacDonald Glover, un étudiant en droit qu'elle avait rencontré à New York alors qu'ils étudiaient tous les deux. Ils se sont mariés en août 1928, mais l'union n'a pas duré longtemps et ils ont divorcé une semaine avant leur premier anniversaire de mariage. Ainsi, elle est rapidement retournée à New York et s'est installée dans un appartement sur la 5e avenue. Là, ses sens esthétiques ont rapidement été mis en valeur. Ouggette a transformé l'appartement et les appartements adjacents pour créer un immense espace ouvert donnant sur Central Park, dans une vaste pièce dotée d'une bibliothèque et d'autres commodités. Dans les années 1930, Ouggette s'est impliquée dans la haute société de la côte Est, exposant à la Corcoran Gallery of Art à Washington District de Columbia et assistant à des défilés de mode à New York. Cependant, son cercle d'amis proches était restreint et pour ceux qui la connaissaient à cette époque, elle paraissait insaisissable et taciturne. Au fil des années, Ouggette est devenue de plus en plus recluse. Elle a continué à dépenser de l'argent, mais souvent pour des initiatives qu'elle ne visitait jamais ou auxquelles elle faisait des dons de façon anonyme. Un manoir fut construit près du refuge des oiseaux à Santa Barbara dans les années 1930. Ouggette payait chaque mois des dizaines de milliers de dollars pour l'entretenir, bien qu'elle y allait très rarement. Cette réclusion s'est intensifiée après la mort de la mère d'Ouggette, en 1963, avec qui elle avait vécu à New York pendant la majeure partie de sa vie adulte. Durant les années 1960 et 1970, elle était devenue peu à peu une figure distante à New York. Cela était en grande partie dû à une méfiance croissante envers les étrangers. Ouggette ne s'était jamais remariée et n'avait pas d'enfants, alors, dans ces dernières années, elle en est venue à considérer tout le monde comme quelqu'un qui essayait potentiellement de s'immiscer dans ses bonnes grâces pour profiter de son testament. Elle n'avait peut-être pas entièrement tort de se méfier à ce point, mais ses méthodes étaient bandes d'une paranoïa extrême. Par exemple, elle préférait de plus en plus parler en français pour cacher ce qu'elle disait à ceux qui l'entouraient gentiment. À la fin des années 1980, Ouggette était devenue une figure presque mythique à New York, presque jamais vue ni entendue, et cela de manière si limitée que beaucoup pensaient qu'elle était en réalité morte. Une situation pas inconcevable, étant donné qu'elle avait 80 ans en 1986. Néanmoins, Ouggette était vivante, bien que loin d'être en bonne santé. À la fin des années 1980, elle était devenue très frêle et souffrait de nombreux maux, le pire étant la présence de lésions cancéreuses sur son visage qui l'avaient tant laissé défiguré. Ouggette avait refusé de se faire soigner pour ses problèmes de santé, une éventualité qui l'aurait obligée à quitter son appartement pendant une longue période pour aller à l'hôpital, mais en 1991, la situation était telle qu'il n'y avait plus d'autres options. Ainsi, ce printemps-là, elle avait été admise à l'hôpital du médecin de l'Upper East Side à Manhattan. Là-bas, ces médecins ont dressé un constat alarmant de son état de santé. Le visage d'Ouggette devait être opéré et reconstruit, tant les dégâts causés par son refus de faire soigner les lésions étaient importants. En effet, elle n'avait pas consulté de médecin depuis 20 ans, et il semblait qu'elle mangeait rarement, voire jamais. De plus, son état mental était très mauvais,
donnant souvent l'impression qu'elle n'était pas consciente de son environnement ni des personnes qui lui parlaient. Après son opération et sa convalescence, les médecins de Clark lui ont conseillé de rentrer chez elle dans son appartement, mais Huguette s'était attachée à son nouvel environnement. En conséquence, elle a commencé à payer près de 1 000 $ par jour à l'hôpital du docteur pour être autorisée à rester dans sa chambre d'hôpital. Ensuite, elle a été transférée au centre médical Beth Israel, a occupé une chambre au 11e étage avec vue sur Central Park et a engagé du personnel infirmier privé pour s'occuper d'elle. En conséquence, Huguette Clark passerait les 20 dernières années de sa vie à vivre à l'hôpital, mais avec en réalité sa propre aile semi-privée donnant sur le parc, que son appartement avait dominé pendant un demi-siècle. Et curieusement, ce changement d'environnement semble lui avoir fait du bien. Au fil des années, sa santé et son état mental se sont considérablement améliorés, comme l'ont noté ses médecins dans des rapports intermittents, bien qu'elle soit restée très excentrique malgré tout. Ce qui était curieux, c'est que Huguette ne chercha pas à avoir des nouvelles d'aucun membre de son personnel, que ce soit à son appartement de la 5e avenue, à sa propriété de Santa Barbara ou au manoir du Connecticut, acheté dans les années 1950, mais où elle n'avait jamais vraiment vécu. Dans ces différentes résidences, les membres du personnel continuaient de recevoir leur salaire et poursuivaient leur travail d'entretien des propriétés, mais ils n'avaient aucune idée de l'endroit où se trouvait leur employeuse ni de ce qui lui était arrivé. Pendant ce temps, Huguette s'efforçait de dépenser la majeure partie de sa fortune avant de mourir. Des sommes considérables étaient offertes en cadeau à des particuliers. Une amie proche de longue date a reçu 10 millions de $. Cela a peut-être été fait dans les règles, mais le fait que l'une des infirmières privées d'Huguette au Beth Israel Medical Center, Hadassah Perry, ait reçu plus de 30 millions de $ en legs et en cadeaux en espèces, laisse penser qu'il y avait un certain élément d'exploitation. D'un autre côté, il était difficile de ne pas recevoir de cadeaux d'Huguette dans ces dernières années. Une fois, elle a donné 25 000 $ au réparateur qui avait réparé sa télévision dans sa chambre d'hôpital. Huguette s'est finalement décédée le 24 mai 2011 à l'âge de 104 ans. Il y a eu une controverse immédiate autour de sa fortune et de sa succession. Par exemple, il a été révélé qu'Huguette possédait plusieurs tableaux très précieux de nombreux peintres impressionnistes français, célèbres des 19e et début 20e siècles, tels que Edgar Degas et Claude Monet. Certains de ces tableaux avaient disparu de ses demeures pendant les années où elle résidait à l'hôpital. Cependant, la plus grande controverse entourant le testament d'Huguette concernait la répartition de la fortune de 300 millions de $ qu'elle possédait au moment de sa mort. À l'origine, un testament avait été présenté au tribunal, montrant que Huguette souhaitait léguer environ les 3/4 de sa fortune à diverses œuvres de charité. Environ 30 millions de $ étaient alors réservés à son infirmière privée, Hadassah Perry, en plus des quelques 30 millions de $ de cadeaux et d'argent qu'Huguette lui avait accordé de son vivant. D'autres dispositions prévoyaient un legs à sa filleule, Wanda Steicher, ainsi que des paiements en espèces à certains de ses domestiques de longue date dans son appartement de la 5e avenue. Mais il a rapidement été révélé qu'avant la finalisation de ce testament, Huguette avait en réalité signé un tout autre testament seulement quelques semaines plus tôt. Celui-ci différait fortement du second testament, finalement certifié. Le premier testament avait permis à Huguette de léguer la majeure partie de sa fortune à sa famille élargie. En 2011, la plupart d'entre eux étaient encore des petits-neveux et des petites-nièces, ou même des parents encore plus éloignés, dont certains qu'Huguette n'avait jamais rencontrés, et dont beaucoup, parmi les plus âgés, elle ne les avait pas vus depuis les années 1950. Néanmoins, Huguette avait au moins temporairement envisagé l'idée de leur léguer la grande majorité de sa fortune. Lorsqu'il a été révélé qu'il y avait eu un premier testament qui avait rapidement été modifié pour déshériter sa famille élargie, les proches d'Huguette ont fait appel aux tribunaux. Leurs arguments étaient évidents. Huguette était une femme extrêmement âgée, dont l'état psychologique était discutable, et ils pensaient que son infirmière privée et d'autres personnes l'avaient contrainte, durant ces dernières semaines, à modifier son testament pour se désigner comme bénéficiaire et les déshériter. Il est plausible que cela soit vrai, mais il est tout aussi plausible qu'Huguette ait simplement décidé de récompenser les personnes dont elle était la plus proche au cours de ces 20 dernières années. Quelle que soit la vérité,
Le juge a estimé que l'argument de la famille était solide. Ainsi, le premier testament d'Huguette a été effectivement appliqué, la famille recevant plus de 75% de l'ensemble de la succession. L'infirmière privée d'Huguette, Hadassah Perry, a été contrainte de restituer les 30 millions de dollars qu'elle avait reçus dans le cadre du règlement du testament, bien qu'à la condition que la réception d'une somme similaire en cadeaux et autres legs au fil des années, alors qu'Huguette était encore en vie, ne soit pas contestée. Ainsi, la famille Clark a fini par être le principal bénéficiaire de son testament, même si nous ne saurons jamais avec certitude à qui la mystérieuse Huguette Clark avait réellement voulu léguer sa fortune. Elle-même a été inhumée dans le mausolée familial dans le Bronx, à New York, tandis que plusieurs des œuvres d'art qu'elle a collectionnées au cours de sa vie se trouvent aujourd'hui dans de grands musées et galeries. Imaginez, votre père décède alors que vous avez 7 ans. Vous avez une mère qui ne s'occupe pas de vous, et lorsque vous avez 20 ans, elle prend des mesures pour vous faire stériliser dans l'espoir d'obtenir votre héritage. Eh bien, malheureusement, c'était la vie de l'héritière inapte. Anne Cooper Hewitt est née dans la ville de Paris le 28 juillet 1914, une date souvent considérée comme le début de la Première Guerre mondiale. C'est ce jour-là que l'Empire austro-hongrois a déclaré la guerre à la Serbie, déclenchant une série de déclarations de guerre à travers l'Europe. C'était un début de mauvais augure, dont la mère d'Anne lui rappellerait fréquemment plus tard dans sa vie. Sa mère était Marion Jean Andrews, une femme qui avait auparavant été mariée au docteur Perda Sata-Brugier et à Alexandra Turner Stewart Denning. Ces deux hommes étaient très riches et étroitement liés à d'éminents banquiers et financiers new-yorkais. Cependant, le père d'Anne n'était ni l'un ni l'autre de ces hommes, mais un certain Peter Cooper Hewitt. Lui aussi venait d'une famille très en vue, puisque son grand-père, Peter Hewitt, était un inventeur et homme d'affaires millionnaire, considéré comme un patriarche de la ville de New York. Au moment de la naissance d'Anne, Peter était marié à Lucy Bondwork, la fille d'une autre famille bancaire influente et fortunée. Ainsi, elles ont été conçues dans le cadre d'une liaison extra-conjugale que Peter entretenait avec Marion depuis le début des années 1910. Il divorcerait cependant bientôt de sa femme et épouserait Marion. Il a ensuite officiellement adopté Anne, peut-être pour dissimuler le fait qu'elle était née d'une liaison. Avec le mariage de ses parents en 1918, Anne est devenue l'unique enfant d'une famille très riche. Cela reposait principalement sur les intérêts commerciaux de Pierre. Ingénieur de formation, Pierre inventa la lampe à vapeur de mercure en 1901 à 40 ans. Il s'agissait d'un type de lampe à décharge gazeuse qui utilise un arc électrique transmis à travers du mercure vaporisé pour produire une lumière très intense. La nouvelle lampe offrait d'énormes avantages par rapport aux ampoules disponibles auparavant, notamment le fait que les ampoules utilisées pouvaient endurer jusqu'à 24 000 heures tout en diffusant une lumière très intense. Cela les rendait idéales pour une utilisation dans les lampadaires et d'autres environnements où une lumière très intense était nécessaire, comme les salles d'opération des hôpitaux, les stades et d'autres bâtiments publics. Par conséquent, la lampe à vapeur de mercure a été rapidement adoptée dans tout le monde occidental et, en effet, ce type de lampe est encore largement utilisé dans de nombreux pays plus de 120 ans plus tard. Et comme il l'avait inventé et détenait un brevet sur le design, Peter Cooper Hewitt est devenu un homme très riche. C'est dans ce contexte qu'Anne a grandi et cela allait également avoir une influence cruciale sur toute la trajectoire de sa vie. Anne ne connaissait pas vraiment son père. Il est décédé au début de l'automne 1921, peu après son 7e anniversaire. Pierre est né en 1861 et il y avait une différence d'âge de 20 ans entre lui et la mère d'Anne. Donc il n'était pas surprenant qu'il soit décédé bien avant Marianne. Son testament était plutôt inhabituel. Il n'a pas légué toute sa fortune à sa femme, ni ne l'a partagée également entre elle et leur unique enfant. Au lieu de cela, Piotr a décidé que Marion recevrait seulement un tiers de sa fortune, tandis qu'Anne recevrait les 2 autres tiers. Elle hériterait de cette fortune à l'été 1935 lorsqu'elle aurait 21 ans. La somme d'argent était très considérable.
Après des débuts difficiles, il corrigea en 1903 les défauts de la lampe à vapeur de mercure, qui fut ensuite adoptée aux États-Unis et dans de nombreux pays européens. Cela inclut une innovation connue sous le nom de redresseur à arc de mercure, qui pouvait convertir le courant alternatif en courant continu, les deux types de courants qui avaient déclenché la guerre des courants des années 1880 entre Thomas Edison et George Westinghouse. Un autre coup de pouce à ses finances fut l'émergence de l'industrie cinématographique hollywoodienne et l'adoption des lampes de Hewitt pour l'éclairage des studios. À la suite de ces efforts, lorsqu'il est décédé en 1921, il a laissé derrière lui une fortune de 4 millions de dollars, une somme équivalente à plus de 100 millions de dollars actuels, selon la façon dont l'inflation est calculée. Environ 2,7 millions de dollars de cette somme furent placés en fiducie pour Anne, et elle en hériterait en 1935. Malheureusement, cet argent serait au cœur de sa tragique histoire dans les années 1930. La relation d'Anne avec sa mère a toujours été tendue, et cela a continué en grandissant. Marion était cruelle envers sa fille, l'insultant verbalement en la traitant de vilain petit canard et d'imbécile, et elle allait même jusqu'à blesser Anne physiquement. Bien plus tard, Anne déclara que sa mère s'approchait rarement d'elle, préférant confier à des domestiques l'ensemble des tâches, de l'habiller à la coucher le soir. Au lieu de cela, Marion menait une vie distante et elle se remaria 2 fois dans les quelques années qui suivirent la mort de Pierre. D'abord avec le baron Frédéric-Émile et Régis d'Ollanger en 1922, puis avec Georges-Guillaume Charles Macarter en 1926. Marion développa également une série de mauvaises habitudes qui la conduisirent à dilapider progressivement l'immense fortune que son mari lui avait laissée. Il s'agissait d'un alcoolisme croissant et d'une inclination pour le jeu, un mélange toxique pour une femme ayant beaucoup d'argent à perdre. Dans les années 1930, ces vices étaient principalement assouvis en Californie, où elle et Anne vivaient à San Francisco. Pendant ce temps, Anne menait une vie recluse, sa mère l'enfermant dans sa chambre et essayant délibérément de l'empêcher de se faire des amis ou de socialiser. En grandissant et approchant de ses 21 ans, âge où elle hériterait l'argent légué par son père, la mère d'Anne a commencé à élaborer des plans pour s'approprier cette fortune. Et il semblait n'y avoir qu'un seul moyen d'acquérir cet héritage. Une clause du testament de son défunt mari stipulait que si Marion survivait à sa fille pour une raison quelconque et si Anne mourait sans enfant, alors la part d'Anne dans la succession reviendrait à Marion. C'était une approche logique, mais Marion a cherché à l'exploiter de façon particulièrement sinistre à l'approche des 21 ans de sa fille. En août 1934, alors qu'elle avait 20 ans, Anne déjeunait avec sa mère dans la périphérie de San Diego lorsqu'elle a ressenti une douleur désagréable à l'abdomen. Anne a été immédiatement conduite à l'hôpital et, à l'entrée, elle a rencontré un docteur, Tilton Tillman. Dès que le docteur a vu Anne, il l'a informée qu'elle souffrait d'appendicite et qu'elle devrait subir une opération pour retirer l'appendice. L'appendicite n'était guère un diagnostic inhabituel, mais quelque temps plus tard, Anne révéla qu'à aucun moment le docteur Tillman ne l'avait examinée physiquement pour confirmer qu'elle souffrait réellement de cela. Anne a subi l'opération 4 jours plus tard et a passé plusieurs semaines à se rétablir à l'hôpital. Pendant cette période, elle est devenue de plus en plus méfiante quant à ce qui se passait. Elle a surpris plusieurs conversations où des médecins et des infirmières parlaient en secret de ses soins, la qualifiant de patiente idiote. Ce qu'Anne allait bientôt découvrir, c'est qu'en plus de s'être fait retirer l'appendice lors de l'opération, les médecins avaient également pratiqué une salpingectomie, un traitement qui impliquait l'ablation de ses trompes de Fallope. Cette opération est normalement pratiquée pour prévenir le cancer ou traiter une grossesse extra-utérine. Mais dans ce cas précis, la mère d'Anne avait comploté pour que les médecins réalisent l'intervention comme une forme de stérilisation afin qu'elle ne puisse pas avoir d'enfant. Elle avait réussi à les convaincre de le faire en les soudoyant et en disant au reste du personnel de l'hôpital qu'Anne était une simple d'esprit. À l'époque, l'eugénisme faisait partie de la pensée scientifique occidentale, si bien que les médecins ont empêché Anne d'avoir des enfants potentiellement mentalement incapables.
Anne ne pourrait désormais jamais avoir d'enfant, et ainsi, l'une des dispositions principales du testament de son père était en place pour que Marion puisse acquérir l'argent d'Anne. Anne ne s'est pas laissée faire et n'a pas accepté cette horrible parodie d'injustice médicale et de mutilation physique. Au lieu de cela, elle a engagé un avocat et, en janvier 1936, lors d'une conférence de presse très médiatisée dans un bureau de San Francisco, elle a déclaré devant les journalistes réunis qu'elle poursuivait sa mère pour un demi-million de dollars, affirmant que Marion avait engagé 2 médecins pour la stériliser et qu'elle les avait également payés avec de l'argent prélevé sur la fiducie d'Anne. La presse s'est emparée de l'histoire qui opposait une mère malveillante à une jeune héritière riche. Tout au long de 1936, des dizaines d'articles ont été publiés dans certains des plus grands journaux du pays. Finalement, les choses ont mal tourné. La police s'est impliquée et Marion ainsi que les 2 médecins qu'elle avait soudoyés ont été arrêtés et accusés de mutilation, un crime vaguement défini qui pouvait impliquer de mutiler ou de défigurer une personne. Si elle était reconnue coupable, la mère d'Anne risquait jusqu'à 14 ans de prison, mais cela n'est jamais allé aussi loin. Finalement, lorsque la police a retrouvé Marion, ils l'ont trouvée dans un hôpital du New Jersey après qu'elle avait tenté de se suicider. Au final, Anne n'était pas prête à témoigner contre elle au tribunal si cela signifiait de l'envoyer en prison, et l'affaire a donc été discrètement abandonnée. Le plan de Marion n'aboutirait jamais. Anne, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, devait mourir avant de se marier pour que sa mère obtienne les 2,7 millions de dollars de la succession. Et cela n'est jamais arrivé. En fait, Marion était morte en quelques années. Elle est morte le 30 avril 1939 à l'âge de 57 ans, alors qu'elle vivait dans un taudis d'une chambre à New York, fauchée et seule. Anne a ensuite mené une vie haute en couleurs. Bien que, tragiquement, elle n'ait jamais pu avoir d'enfant, elle s'est mariée au total 6 fois. Contrairement à sa mère, elle ne cherchait pas de mari riche. Elle n'en avait pas besoin. À la place, elle a épousé une série d'hommes issus de milieux modestes, dont un mineur, un barman et un cow-boy, qui était aussi disc jockey. Le disc jockey et cow-boy occasionnel n'était autre que Frank Rodal Roy Nicholson, qui fut à la fois le 4e et le 6e mari, puisqu'elle l'a divorcé une première fois, puis ils se sont réconciliés et elle l'a épousé de nouveau quelque temps plus tard. Le mariage d'Anne avec Nicholson a de nouveau fait la une des journaux à la fin des années 1940 lors de leur première union. Nicholson a divorcé de sa femme actuelle afin d'épouser Anne, mais sa femme a ensuite été retrouvée morte quelques heures seulement après la finalisation du divorce. Sa mort a ensuite été déterminée comme un suicide et Nicholson a été exonéré de toute implication, mais les journaux ont raconté l'histoire de la manière la plus scandaleuse possible. Quelques semaines plus tard, Anne et Frank ont eu d'autres ennuis judiciaires lorsqu'il a été découvert qu'ils avaient commis un parjure dans les preuves présentées dans le cadre de la loi californienne sur les tests sanguins prénuptiaux, afin d'accélérer leur mariage. Le dernier acte de la vie dramatique d'Anne s'est déroulé dans les années 1950 dans le contexte de la peur rouge communiste en Amérique. Cela était dû à sa décision de se présenter au Sénat américain dans le Nevada pour lutter contre le communisme. Frank est devenu son directeur de campagne alors qu'elle se présentait sous l'étiquette républicaine, mais dans un tournant étrange des événements, il a également déclaré publiquement qu'il avait l'intention de voter pour son adversaire démocrate. La campagne n'a jamais abouti à autre chose qu'à générer quelques gros titres sensationnalistes. Anne est décédée d'un cancer au Mexique en février 1956 à 41 ans, bien que certaines sources indiquent 40 ans. Sa fortune que sa mère avait si vicieusement manigancée pour acquérir a été léguée à Frank Rodale Roy Nicholson. Pour notre dernière histoire, nous partons dans l'Amérique de la fin du XIXe siècle, où une adolescente fut mariée de force à un duc britannique pour que sa mère améliore sa position sociale. Consuela Vanderbilt est née à New York le 2 mars 1870. Son père était William Kissim Vanderbilt, un descendant de l'une des familles les plus riches de l'âge d'or américain. Vanderbilt était un dirigeant de chemin de fer, célèbre pour avoir renommé en 1879 le grand hippodrome romain de Phineas Taylor Barnum à New York en Madison Square Garden, 2 ans après la naissance de Consuela.
Sa mère était Alva Erskine Smith, une future dirigeante du mouvement suffragiste américain. Consuela a été nommée d'après sa marraine, la plus proche amie de sa mère, Consuelo Isnaga, qui était à moitié cubaine. Bien qu'elle soit née dans une famille extrêmement aisée, l'éducation de Consuela était loin d'être idéale, surtout selon les normes actuelles. En grandissant, elle devait porter une tige en acier le long du dos pour s'assurer d'avoir la posture la plus droite possible. Sa mère imposait cela et était une figure généralement autoritaire, dictant ce que Consuela portait et n'hésitant pas à recourir à la punition physique si Consuela lui désobéissait. De plus, son enfance était assez isolée, car elle recevait l'instruction à domicile par une série de précepteurs et d'enseignants privés. Il faut comprendre la dynamique familiale plus large pour saisir comment la vie de Consuela s'est déroulée au cours des décennies suivantes. Elle est née dans la famille Vanderbilt, l'une des familles les plus riches et les plus puissantes de l'Amérique de l'âge doré, qui devait sa fortune à l'arrière-grand-père de Consuela, Cornelius Vanderbilt. Cornelius avait bâti sa première fortune dans les années 1830 et 1840 en devenant la figure la plus importante de l'industrie du transport maritime et fluvial à New York et le long de la rivière Hudson. Il investit l'argent gagné dans ses entreprises pour se diversifier dans le ferroviaire, posant des dizaines de milliers de kilomètres de voies à travers les États-Unis dans les années 1850 et 1860. Dans les années 1870, peu avant sa mort, il était considéré comme l'homme le plus riche du monde, même si cela était plus difficile à mesurer au XIXe siècle qu'aujourd'hui. Le grand-père de Consuelo, William Henry Vanderbilt, fils de Cornelius, hérita de la majeure partie de la fortune Vanderbilt à la mort de son père en 1877, mais William mourut seulement quelques années plus tard, en 1885, et par la suite, la fortune Vanderbilt fut répartie entre un nombre toujours croissant de membres de la famille. Cependant, les principaux bénéficiaires du testament de William furent Cornelius Vanderbilt II, l'oncle de Consuelo, et son père qui héritèrent d'environ 55 millions de dollars, une somme équivalente à près de 2 milliards de dollars actuels. Ainsi, Consuela est née dans une famille d'une immense richesse. Malheureusement, cette richesse allait façonner sa vie autant de manière négative que positive. Dès le début de son adolescence, il y avait déjà des spéculations sur la personne que Consuela pourrait épouser. Après tout, elle était la fille de l'un des hommes les plus riches du monde, et un mariage avec elle apporterait d'énormes richesses à n'importe quel prétendant. Sa mère en était parfaitement consciente et était déterminée à ce que Consuela fasse un mariage de haut rang. De plus, en devenant une jeune femme, il était évident que l'héritière Vanderbilt n'était pas seulement immensément riche, mais aussi très attirante. James Matthew Barrie, l'auteur de Peter Pan, plaisantait un jour à son sujet. « Je resterai toute la journée dans la rue, juste pour voir Consuelo monter dans sa voiture. » À la fin de son adolescence, la mère de Consuelo aurait décidé que sa fille épouserait un aristocrate britannique. Elle n'était pas seule dans ce cas. Alors que de nombreuses familles américaines devinrent immensément riches dans la seconde moitié du XIXe siècle, elles utilisaient entre leurs filles comme ce qu'on appelait des princesses dollars, c'est-à-dire qu'une riche héritière américaine épousait un aristocrate britannique. La nouvelle richesse américaine s'unissait à la vieille noblesse du monde, dans ses alliances. Pourtant, il y avait une autre raison à l'insistance d'Alva. En mars 1895, Alva avait divorcé de son mari William Vanderbilt et, par conséquent, avait été exilée de la haute société. Désespérée de retrouver sa position sociale, Alva avait besoin que Consuelo épouse un noble de très haut rang, et heureusement pour elle, il y avait un candidat idéal pour une telle union. Il s'agissait de Charles Spencer Churchill, le 9e duc de Marlborough. Marlborough descendait d'une illustre famille britannique, le premier duc ayant mené l'effort de guerre lors de la guerre de succession d'Espagne au début du XVIIIe siècle. À l'époque, il fit bâtir l'un des plus grands domaines britanniques, le palais de Blenheim. Cependant, la famille Spencer Church était tombée dans une certaine détresse économique à la fin du XIXe siècle, malgré le grand honneur de leur maison. Ainsi, l'union entre le 9e duc et Consuelo était un mariage de convenance.
Marlborough obtiendrait les fonds dont il avait besoin pour, comme il l'a affirmé plus tard, sauver le palais de Blenheim, tandis que les Vanderbilt achèteraient leur entrée dans l'aristocratie britannique et Alva retrouverait sa position sociale. Néanmoins, Consuelo n'est pas entré dans ce mariage de son plein gré. Lorsque sa mère Alva a abordé le sujet pour la première fois, Consuelo était déjà secrètement fiancée à Winthrop Rutherford, un mondain de l'époque qui était nettement plus âgé qu'elle. Mais Consuelo était complètement intimidée et soumise aux volontés de sa mère dans sa jeunesse, et bien qu'elle n'ait aucun intérêt à épouser Spencer Churchill, elle accepta l'union à la demande de sa mère. Apparemment, ce qui l'a poussée à agir ainsi, c'est lorsque sa mère l'a manipulée émotionnellement en affirmant que sa santé se détériorait dramatiquement à cause du refus de Consuelo d'accepter le mariage. Le mariage a été officialisé le 6 novembre 1895 alors que Consuelo n'avait que 18 ans. Apparemment, alors qu'elle se tenait à l'autel, elle pleurait sous son voile. Dans le cadre de l'accord, Marlborough a obtenu pour 2,5 millions de dollars d'actions de la Vanderbilt Railway, soit près de 100 millions de dollars actuels. Mais si l'union a été extrêmement bénéfique pour les Spencer Churchill d'un point de vue financier, ce fut un désastre d'un point de vue personnel. Consuelo et Charles ont tous deux dû abandonner les relations qu'ils entretenaient à cause du mariage, et ils ne se sont pas bien entendus. En effet, Alva Vanderbilt, la mère de Consuelo, a admis librement, des années plus tard, qu'elle avait forcé sa fille à épouser Marlborough. Consuelo et Charles se sont rapidement impliqués avec d'autres personnes. Elle a entamé une relation avec Reginald Fellows, un cousin de Marlborough, tandis que le duc prit pour maîtresse une mondaine américaine du nom de Gladys Mary Deacon. En 1906, le duc et son épouse étaient effectivement séparés, bien qu'ils soient restés officiellement mariés jusqu'aux années 1921. Malgré la nature malheureuse du mariage, il en est tout de même résulté 2 enfants. Jean-Albert est né le 18 septembre 1897. Il devient 10e duc de Marlborough en 1934. Un deuxième garçon, Ivor, suivit juste un an après Jean, le 14 octobre 1898. Ivor s'est distingué en France pendant la Première Guerre mondiale et a reçu la Légion d'honneur française. Malgré la nature discrète de son mariage avec le duc de Marlborough, Consuela était adorée par les domestiques et le personnel du palais de Blenheim, ainsi que par la population de la région d'Oxfordshire où il se trouvait. Dans les années 1890 et 1900, elle était vue comme une figure compatissante de la famille Spencer Churchill et montrait une grande générosité envers les hôpitaux de maternité et les associations caritatives locales. Néanmoins, Consuelo avait épousé Marlborough à une époque de tensions croissantes dans la politique européenne. Depuis les années 1870, les grandes puissances étaient en rivalité acharnée, attisées par le nationalisme, la course coloniale en Afrique et en Asie, et les tensions entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Au début du XXe siècle, 2 grandes alliances armées s'étaient formées à travers le continent et, en 1914, une crise régionale dans les Balkans a éclaté en Première Guerre mondiale. Consuelo s'est rapidement impliqué dans des œuvres philanthropiques et caritatives pour soutenir l'effort de guerre dans sa patrie d'adoption. Le 5 août 1914, quelques jours seulement après le début de la guerre, elle a fondé, avec Lou Hoover, l'épouse du futur président américain Herbert Hoover, et Lady Randolph Churchill, l'American Women's War Relief Fund, une organisation d'expatriés américaines destinée à financer et soutenir l'effort de guerre en Grande-Bretagne. Dans les années suivantes, Consuelo, via l'American Women's War Relief Fund, a collecté des fonds aux États-Unis pour soutenir la Grande-Bretagne. Jusqu'à l'entrée des États-Unis dans la guerre aux côtés de la Grande-Bretagne et de la France en 1917, le fonds a également utilisé l'argent collecté pour financer des usines de tricotage et des ateliers et a même équipé un hôpital militaire. À la fin de la guerre, ce qu'on appelait l'hôpital de guerre des femmes américaines avait soigné plus de 7000 soldats blessés. Consuelo et Charles ont officialisé leur divorce en 1921. À cette époque, Consuelo entretenait depuis longtemps une relation avec Jacques Balsan. Balsan, pionnier de l'aviation, débuta avec des ballons au tournant du siècle avant de se tourner vers la construction d'avions après avoir collaboré avec les frères Wright. Premières affaires voler un avion à Kitty Hawk en 1903,
Lui et Consuelo étaient ensemble depuis des années avant que Consuelo n'obtienne enfin le divorce attendu de Marlborough. Dès que ce fut fait, Consuelo et Jacques Barrin se marièrent le 4 juillet 1921. Il avait 52 ans et elle en avait 44. Le second mariage de Consuelo fut heureux. Dans une autobiographie écrite par un nègre littéraire dans les années 1950, Consuelo qualifia sa période avec « palisand d'or ». Ils vécurent surtout à Paris dans les années 1920 et 1930 et ne purent de fuir la capitale qu'à grand-peine à l'été 1940 face aux nazis, partant d'abord pour l'Espagne puis le Portugal avant de rejoindre les États-Unis. Ils s'installèrent ensuite en Floride où ils passèrent le reste de leur vie en Amérique. Consuelo et Jacques ont passé une grande partie de leurs dernières années de mariage à Manelipan, une petite communauté du comté de Palm Beach en Floride. Là, elle et son second mari firent construire un grand manoir qu'ils appelèrent Casa Alva, en hommage à la mère de Consuelo. Construite sur un domaine de 150 acres, la maison s'étendait sur 2400 mètres carrés et lorsqu'elle fut vendue dans les années 1950, elle était estimée à 568 000 $, une somme équivalente à plusieurs millions aujourd'hui. Casa Alva occupe une place à part dans l'histoire moderne. En 1946, le cousin par alliance de Consuelo, Winston Churchill, ancien Premier ministre britannique, séjourna ici avant un discours au Westminster College dans le Missouri. Ainsi, on pense qu'il a peaufiné et répété son célèbre discours du rideau de fer chez Consuelo, discours dans lequel il a tristement décrit la domination soviétique en Europe de l'Est et centrale comme un rideau de fer tombant au milieu de l'Europe. Consuelo et Jacques ont passé la majeure partie de leurs dernières années de mariage en Floride, tout en gardant des résidences à New York et Long Island. En 1953, l'autobiographie de Consuelo, rédigée par Stuart Preston, un critique d'art et écrivain américain, est parue. Intitulée Les paillettes sur Consuelo Entourant les paillettes et l'or, il offrait un récit divertissant, bien que très sélectif, de sa vie et du monde d'une héritière de l'âge doré. Jacques est décédé le 4 novembre 1956 à New York. Son corps a été rapatrié et enterré à Paris. Malheureusement, son fils cadet, Ivor, est décédé en septembre 1956 avant d'atteindre ses 60 ans, seulement quelques semaines avant Jacques. Après leur décès, Consuelo a vendu la Casa Alva et a principalement résidé à New York et à Long Island par la suite. Consuelo est décédé à son domicile de Southampton, à Long Island, le 6 décembre 1964, à l'âge de 87 ans. Son corps a été rapatrié en Angleterre et elle a été enterrée à l'église Sainte-Martine à Bladen, dans l'Oxfordshire, non loin du palais de Blenheim, aux côtés de son fils défunt, Ivor. La majeure partie de sa fortune est allée à son fils survivant, le 10e duc de Marlborough. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur ces courses tragiques d'héritiers. J'espère qu'elle vous a intéressé. Dites-moi ce que vous avez pensé de leur vie dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez d'autres suggestions, ou si vous souhaitez plus de longues vidéos de compilation, comme celle-ci, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. C'est tout pour moi, à bientôt dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.